Moi, j'ai à cœur de faire connaître l'association parce que c'est une association très dynamique qui est impliquée au service des patients, mais pas uniquement. C'est aussi une association qui œuvre pour la promotion du sens de l'odorat, même chez les normosmiques et je trouve que toutes ces implications sont très importantes et ça me fait plaisir d'en parler aujourd'hui. Moi, je dis toujours oui à la moindre occasion de parler d'anosmie. Dès qu'on peut parler d'anosmie, dès qu'on peut sensibiliser le grand public à ce qu'est l'anosmie et ce que recouvre l'anosmie, ce que ça représente au quotidien, je dis toujours oui. Bienvenue sur Aujourd'hui Écrivons Demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Bienvenue dans ce deuxième épisode spécial consacré à l'association anosmie.org dans le cadre du Podcaston. Le Podcaston, c'est quoi ? C'est le plus gros événement caritatif du monde du podcast. Pendant 7 jours, entre le 14 et le 20 mars, donc on est en plein dedans, partout dans le monde, plus de 2000 podcasteurs et podcasteuses diffusent un épisode dédié à une association qu'ils souhaitent mettre en lumière. Le podcast pour faire entendre la voix de ceux que l'on n'entend pas assez. En ce qui me concerne, j'ai décidé de vous parler de l'association anosmie.org qui vient en aide aux personnes souffrant de l'absence ou de la perte d'odorat pour le travail extraordinaire qu'elle accomplit au quotidien. Et parce que je suis moi-même anosmique. Le premier épisode, diffusé lundi, était consacré à Jean-Michel Maillard, le président fondateur. Ensemble, nous avons retracé l'origine et l'histoire de cette association, ses missions, ses engagements, ses réalisations, son actualité ainsi que ses projets. Aujourd'hui, je donne la parole à d'autres membres de cette association, des bénévoles actifs et plus que jamais engagés au service d'anosmie.org, des normosmiques et des anosmiques. Avec moi donc pour parler de leur implication, Claire Martin, Claire Fancini, Emmanuel Dancourt et Pierre Lewers. Bonjour à vous 4. Bonjour. Bonjour. Alors je sais combien vos emplois du temps sont chargés, pour pas dire ultra chargés, donc je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. D'ailleurs, en rendant le vif du sujet, pourquoi est-ce que vous avez accepté de participer au Podcaston ? Moi, je vais bien me lancer. En fait, moi, je dis toujours oui à la moindre occasion de parler d'anosmie. Dès qu'on peut parler d'anosmie, dès qu'on peut sensibiliser le grand public à ce qu'est l'anosmie et ce que recouvre l'anosmie, ce que ça représente au quotidien, je dis toujours oui. Moi, je rejoins Claire, d'autant que quand on connaît les statistiques du nombre de personnes touchées par des troubles de l'odorat et surtout par les troubles sévères, on se rend compte que la parole des personnes atteintes est encore trop faible. Donc dès qu'on a une occasion, il faut y aller. Et un podcast, c'est une belle opportunité. Donc merci pour l'invitation. Avec plaisir. Moi, j'ai à cœur de faire connaître l'association parce que c'est, comme tu l'as dit, une association très dynamique qui est impliquée au service des patients, mais pas uniquement. C'est aussi une association qui œuvre pour la promotion du sens de l'odorat, même chez les normosmiques, comme tu as dit. Et je trouve que toutes ces implications sont très importantes et ça me fait plaisir d'en parler aujourd'hui. Avant que l'on aille un peu plus en détail dans votre engagement au sein de l'association, est-ce que peut-être on peut découvrir qui vous êtes ? Qui sont ces voix que l'on entend ? Claire Fancini, est-ce que tu veux commencer ? Tu es la première à avoir pris la parole. Je suis membre de l'association depuis quelques années. Je suis membre du conseil d'administration.
Je suis également en charge, des projets éditoriaux de l'association. J'ai rejoint l'association il y a quelques années parce que je suis devenue anosmique en 2013 suite à un traumatisme crânien et donc j'ai découvert, la perte d'odorat et je suis toujours anosmique 12 ans plus tard et je vous en dirai certainement plus après sur, les raisons pour lesquelles j'ai voulu rejoindre l'association et je précise que j'ai 42 ans, j'ai un enfant qui a 10 ans et j'habite à Arles dans le sud de la France. Merci Claire. Moi, j'aurai 50 ans, le mois prochain. Je suis marié, nous avons 2 grands-enfants. Je travaille dans l'industrie, agroalimentaire. J'ai un diagnostic de polypose naso-sinusienne depuis 13 ans. J'ai probablement eu des troubles de l'odorat, bien avant ça. C'est comme ça que j'ai découvert qu'on pouvait perdre l'odorat et j'ai découvert quelques années plus tard, après quelques années après sa création, l'association anosmie.org. J'ai tout de suite, adhéré, mais j'ai longtemps été un membre, passif et je suis actif que depuis quelques mois, on va dire, depuis avec quelques occasions de pouvoir, participer aux actions de l'association. Claire, est-ce que tu veux Alors, compléter? oui, Oui. donc moi, je suis membre de l'association depuis 2020 et je suis membre du conseil d'administration et contrairement, aux 2 autres personnes, moi, j'ai un sens de l'odorat qui est fonctionnel. Mais ma particularité, c'est que je travaille sur l'odorat, donc je suis chercheuse au CNRS et mon travail, c'est de comprendre comment marche, le sens olfactif et comment ça marche quand ça marche, en fait. Donc quand, le sens est fonctionnel, comment, le chemin de l'odeur se fait depuis le nez jusqu'au cerveau, comment ça interagit avec la mémoire, avec, les autres sens, avec l'alimentation. Donc voilà, mon travail, c'est de comprendre ça et à ce titre, j'appuie l'association, en tant que, voilà, en tant que chercheuse et notamment, je fais partie du comité médical et scientifique que nous avons créé il y a quelques mois et qui regroupe, des médecins ORL, des chercheurs et des patients. Tu es ce qu'on appelle une normosmique. C'est quoi une Oui, normosmique? alors Ou une normosmique, c'est quelqu'un qui a un sens olfactif qui marche bien, que normaux comme normal, même s'il y a pas de normalité dans cette catégorie, mais donc voilà, c'est l'opposé de anosmique. Anosmique, ça veut vraiment dire les gens qui n'ont pas du tout d'odorat, hein. Il y a une troisième gradation entre les 2, c'est hyposmique. C'est des gens qui n'ont pas un sens de l'odorat complètement fonctionnel, mais qui sentent encore les odeurs. Donc normosmique, c'est quelqu'un qui sent les odeurs, bien. Claire Fancini, tu es anosmique et Oui. toi Pierre, alors tu es dans les entre-deux, tu es hyposmique ou tu es puisque tu disais que tu avais une polypose nasale, tu es dans quelle graduation? Pour Ça se dépend des faire jours. Ça dépend des jours d'accord. et parfois ça dépend même des heures, en fait, puisque, mes récepteurs, sont là, mais il y a des obstacles, en fait, hein, pour que les odeurs, arrivent jusqu'aux récepteurs et donc, selon certaines périodes, c'est parfois l'hyposmie et parfois c'est l'anosmie. C'est jamais l'odorat des grands jours, ça c'est sûr. Celui que j'avais avant, d'avoir cette, sinusite sévère qui a mené à la polypose. Voilà, donc je suis entre les 2. J'ai parfois des périodes de découragement avec l'anosmie et parfois des périodes où, je regagne en énergie et en motivation parce que j'arrive à déceler certaines odeurs, furtivement. Et toi Claire Fancini, tu fais partie des anosmiques, traumatiques? Exactement, C'est ça, hein? Parce qu'il y c'est a une ça, alors c'est pas pour vous classifier, pour vous catégoriser, mais il y a effectivement différents types d'anosmie et tout vous à êtes, fait. une représentation en tout cas des différents types de troubles olfactifs que l'on peut, connaître. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes, engagée dans cette, association? Pourquoi est-ce que vous êtes devenue bénévole? Normosmique et anosmique, qu'est-ce qui vous a motivé? Je veux bien prendre la parole. Donc Heu, Claire Fancini? oui, moi j'ai souhaité rejoindre l'association pour proposer une écoute bienveillante, empathique aux personnes, qui, deviennent anosmiques et qui se retrouvent, complètement, démunies. Comme je l'ai été quand je suis moi-même devenue anosmique. À l'époque, l'association n'existait pas, la Covid n'était pas passée par là, on n'avait jamais vraiment, en tout cas moi, je n'avais jamais vraiment entendu parler de perte d'odorat ou du fait qu'on pouvait perdre l'odorat. Quand ça m'est arrivé, j'ai été, effrayée, vraiment. Effrayée parce que je savais pas qu'on pouvait le perdre, effrayée parce que je ne savais pas si mon odorat allait revenir et puis je n'avais personne à qui parler et
Et quand, Jean-Michel Maillard, le président fondateur de l'association, a donc, créé l'association, je me suis, assez rapidement rapprochée de lui, rapprochée de l'association, et quand je me suis sentie assez forte pour rejoindre l'association, je l'ai fait. Et donc j'avais à cœur d'offrir à tous les anosmiques qui le souhaiteraient ce à quoi je n'ai pas eu droit à mon époque parce que l'association n'existait pas, à savoir, voilà, une oreille attentive, bienveillante, empathie. Bah, je me retrouve complètement dans ce que vient de dire Claire, en fait. Je t'ai vu Pareil, acquiescer. parce que, je pense qu'on pourrait demander à beaucoup de gens, ce serait la même chose, hein, mais quand j'ai découvert mon anosmie et l'anosmie en général, hein, c'est-à-dire la pensée terrifiante qu'on puisse perdre l'odorat, que c'était possible, et ben, à l'époque, l'association elle n'existait pas et j'aurais aimé qu'elle existe parce que, hem, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle m'aurait permis d'être, rassuré, de ne pas me sentir seul. Elle m'aurait donné des outils pour mieux comprendre ma pathologie et elle m'aurait évité, une errance médicale que beaucoup connaissent, hein, quand c'est comme ça et qui est déjà en soi une souffrance. Donc je pense que pour tout ça, c'est complètement naturel de donner de son temps parce qu'on aurait aimé que quelqu'un le fasse pour nous à l'époque et c'est juste que l'association n'existait pas et maintenant c'est un beau collectif donc c'est un plaisir d'y participer. Pour avoir effectivement eu la chance de participer au dernier Zoom sur, la thématique, c'était vivre avec une perte d'odorat. Il y avait à peu près 80 personnes présentes. C'est vrai que moi, ce qui m'a marqué, c'est cette, absence d'accompagnement psychologique et émotionnel à Mmh. l'annonce, en tout cas du diagnostic. Enfin, on sentait effectivement la plus que sentir puisqu'elle était exprimée à l'oral et à l'écrit, la détresse face à cette situation et pour l'avoir moi-même vécu effectivement une annonce d'un diagnostic sans qu'il ne se passe rien derrière, c'est-à-dire qu'on nous dise: «La médecine ne peut rien pour vous, au revoir». Oui, mais moi, je fais quoi maintenant avec Mmh. ça, en fait? Oui. Et c'est vrai, voilà, l'association peut venir effectivement répondre à ça et c'est ce que Jean-Michel a mis en avant dans le premier épisode, la notion de soutien qui est l'objectif principal de l'association. Merci pour ça. Quand ça n'existe pas, ben, crée-le, en fait. Mmh. Malheureusement, il y a eu un manque. L'association est venue encore pallier ce manque-là, même si, voilà, il y a des besoins énormes, mais c'est déjà une première étape. Donc t'écoutes. Et toi, Claire, donc Martin, qui est normosmique, en Mmh. quoi, il est important pour toi de venir, soutenir cette association et de t'engager, pleinement, Alors, ben, moi, avant de connaître l'association, en fait, par mon travail, j'essayais de promouvoir l'olfaction en tant que sens parce que, je travaille sur la façon dont les odeurs interagissent avec le cerveau. C'est quelque chose qui est fondamental pour plein de fonctions cérébrales et ça, les gens le savent pas. Donc moi, j'avais vraiment à cœur de défendre ça, d'essayer de le promouvoir dans des événements grand public et cetera et même si j'avais pas vraiment de contact avec des gens qui avaient perdu ce sens. Moi, je voyais plutôt le sens comme quelque chose d'important à promouvoir pour les gens qui possèdent ce sens. Et en fait, au moment du co donc c'est Raj Gurden qui est mon collègue, chercheur aussi, qui était impliqué tout au début de l'association, qui a commencé à me parler de Jean-Michel et de ce qu'il faisait pour l'association. Et au moment du covid, en fait, il y a eu tellement de demandes auprès de l'association qu'il m'a dit: «Il faut que tu viennes nous aider parce qu'on va pas y arriver». Donc c'est à ce moment-là que j'ai pris contact avec Jean-Michel et du coup, là, j'ai rencontré les gens qui avaient perdu ce sens et ça m'a donné encore, voilà, plus envie de me battre pour ça et de les aider aussi avec mes connaissances et en essayant d'agir, non seulement pour aider les patients, mais aussi pour montrer aux autres gens que voilà, la perte de l'odorat, c'est pas anecdotique, c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est un sens, donc on a 5 sens, quand on en perd un, forcément, on n'est pas la même personne. et en quelques mots, en quoi pour toi il est important d'avoir de l'odorat? En quoi ce sens est important? Mon travail, c'est de voir ça, c'est de voir qu'est-ce que l'odorat fait sur, le reste du corps et le cerveau. L'odorat, c'est important pour énormément de choses. C'est un sens qui est étroitement connecté aux émotions, à la mémoire, donc c'est très important pour ces fonctions-là qui sont quand même essentielles à notre vie. C'est étroitement connecté à la prise alimentaire, donc à l'alimentation. On mange beaucoup en utilisant son sens de l'odorat. C'est par ce sens qu'on arrive à savoir ce qu'on mange et le goût est majoritairement dépendant de l'odorat. Donc quand on mange un aliment, si on n'a pas d'odorat, c'est beaucoup moins plaisant. Donc il y a le côté, qu'est-ce que l'aliment, mais aussi pourquoi l'aliment nous procure du plaisir. Tout ça, c'est lié à l'odorat. Donc on a énormément de choses, même si on s'en rend pas compte tous les jours, pour ceux qui l'ont.
à quel point c'est essentiel. À chaque fois qu'on inspire, on sent une odeur. Dans notre vie de tous les jours, on est tout le temps en train d'utiliser ce sens-là. Effectivement, quand on n'a pas d'odorat, on se rend pas compte ce que ça représente que de sentir. Quand on en a jamais eu, ouais, c'est en plus, enfin, je pense qu'il y a vraiment, une différence entre les gens qui n'ont jamais eu d'odorat et les gens qui l'ont perdu. Parce que voilà, les gens qui n'ont jamais eu d'odorat ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont perdu. Peut-être que vous avez un manque ou, il y a des choses qui se passent différemment, ça c'est sûr. J'ai l'impression en discutant avec, différentes personnes qu'il y a moins de gens qui en souffrent pour les anosmiques congénitaux que pour les anosmiques, qui ont perdu le sens de l'odorat. C'est la réflexion que je me suis faite en écoutant, les témoignages, lors du Zoom, c'est que je me suis dit et j'ai même fait un post là-dessus sur les réseaux, j'ai l'impression que j'ai plus de chance que ceux qui ont connu, qui savent ce que c'est que de sentir et qui ont perdu ce sens-là. Moi, finalement, je n'ai pas de grille de référence, je ne sais pas. Il y a pas de hiérarchie de la souffrance, Oui. mais je me suis faite cette Mmh. réflexion-là. Après tout, moi, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne sais pas ce que j'ai perdu et après, c'est quelque chose qui est intellectualisé. C'est parce que je lis, parce que je commence vraiment à mettre le nez dedans, que intellectuellement j'ai une souffrance qui se crée parce que je me dis: «Ah mais ça, je ne sais pas ce que c'est, ça je saurais jamais» et cetera. Alors que finalement jusqu'à présent, jusqu'à connaître le diagnostic, j'ai composé avec ça sans vraiment, prendre la mesure de ce que ça représente. Donc c'est plus comme, oui, quelque chose de très intellectualisé en fait, plus que ressenti et peut-être, Claire ou Pierre, vous qui avez, justement cette comparaison possible du avec et du sans, je sais pas comment vous ressentez ça, Moi, j'ai dans mon malheur, j'ai une chance, c'est que c'est temporairement réversible. Parfois, j'ai des traitements pour, une surinfection des sinus et on me donne de la cortisone dont il faut pas abuser et donc, il y a des choses qui me reviennent. C'est jamais complet, hein, comme je vous l'ai dit, c'est jamais comme c'était avant, mais néanmoins, parfois, j'ai une perception nette et là, en une fraction de seconde, même si la perception ne dure qu'une fraction de seconde, c'est là où on voit le lien avec les souvenirs, c'est que j'ai toute une cascade, une avalanche de souvenirs qui me revient, c'est magique. Il y a pas d'autre, mot et donc c'est là où on prend toute la mesure de ce que ça englobe, l'odorat. C'est pas simplement, les aliments, c'est aussi, tout l'odeur d'une personne, le parfum, le voyage que ça, en fait, englobe. Parce que moi, je suis transporté quand je sens une odeur, quand j'arrive à percevoir une odeur, de manière nette. Et j'ai rien à faire, tout se déclenche, instantanément et donc c'est des souvenirs qui reviennent, c'est des choses que j'avais oubliées et je pense en partie parce que j'ai des troubles de l'odorat, j'oublie certains passages de ma vie et ça me revient par chance parfois. Quand on y pense, ouais, il faut pas trop y penser parce qu'on se rend compte qu'on perd beaucoup avec la perte de l'odorat, donc ça c'est sûr. Claire, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? En fait, par rapport à ce que tu disais, Katia, sur la différence entre, le vécu d'un anosmie congénital et un anosmie dont l'anosmie est acquise, oui, bien sûr qu'en fait, le vécu est complètement différent et en même temps, comme tu dis, il peut pas y avoir de gradation de la souffrance, mais voilà, je pense que d'un côté, il y a ce sentiment de quête qui sera à jamais inassouvi de votre côté, les anosmiques congénitaux, de ce qu'est une odeur. On vous parle d'odeur tout le temps et pour vous, ça n'est qu'un concept et ça, je trouve ça enfin, moi, personnellement, je trouve ça très, très dur, en fait, de vous savoir dans cette situation-là. Mais parallèlement, pour avoir vécu l'anosmie, une anosmie acquise, hein, oui, c'est très dur également, mais c'est voilà, c'est un vécu différent. Je pensais qu'en fait, la différence venait du fait qu'il y avait d'un côté aussi un travail de deuil à faire que les anosmiques congénitaux n'avaient pas à faire. Et en fait, c'est un anosmique congénital, membre de l'association, qui m'a corrigée et qui m'a dit: «Mais si, en fait, nous, on a aussi un travail de deuil à faire. Savoir que accepter qu'on n'aura jamais d'odorat». Et ça, c'est quand même, aussi un travail de deuil à faire. Et je pense qu'on se rejoint sur, le fait aussi qu'on est malheureusement confronté à une grande errance médicale. On l'a dit plus tôt dans ce podcast, mais ça, c'est vrai. Une errance aussi en termes de soutien psychologique. Les professionnels de la psychologie humaine ne sont pas formés à l'anosmie, aux conséquences de l'anosmie, alors même que et Claire le dira bien mieux que moi, il y a un lien très étroit entre l'odorat, entre un odorat fonctionnel
et l'humeur d'une personne. Donc voilà, et cette errance-là, ce désarroi-là, il est quand même commun. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est comment effectivement arriver, c'est aussi l'étude qui est en cours, à mesurer l'impact que ça peut avoir dans la vie, que de sentir, pour arriver à comprendre l'impact que ça a, que de ne pas sentir. Tu parles de la mémoire, tu parles de l'humeur, en fait, tu parles de beaucoup, beaucoup d'éléments, en fait. On est dans de l'hypothétique, comment dire, comment s'assurer que ne pas avoir d'odorat a véritablement une incidence sur notre capacité à mémoriser, comment dire, l'intrication que ça peut avoir. En tout cas, c'est une information qui est importante à connaître pour comprendre comment on fonctionne. Moi, je comprends mieux les blancs dans mon histoire. Quand je t'entends, Pierre, raconter la magie, enfin, ce que ça provoque chez toi, quand tout d'un coup, tu as une odeur comme ça qui te revient et comment tout ce qui est associé revient aussi spontanément sans que tu le recherches, en fait, c'est ça. Ouais. C'est comment détricoter tous ces mécanismes-là, qui sont, spontanés chez les normosmiques. Ils questionnent même pas ça, de comment ça se passe. Moi, tous les jours, je demande: «Mais racontez-moi ce que vous sentez». Quand on me dit: «Ah, tu sens?» «Bah non, je sens pas». «Beh, raconte-moi». «Bah, je sais pas». «Beh, débrouille-toi, il faut que je comprenne ce que tu sens». Je trouve ça intéressant, Claire, Martin, que tu sois aussi présente pour, contrebalancer, pour que, à un moment donné, il y ait peut-être un langage commun aussi qui se crée. C'est comment on peut se rejoindre, à travers les autres sens, pour arriver à se comprendre et être en empathie peut-être les uns avec les autres. Mais ça, c'est quelque chose, tu as raison, en fait, c'est très difficile de parler des odeurs pour les gens qui ont un odorat fonctionnel, même, enfin, les parfumeurs inventent des langages parce qu'il n'y a pas de langage pour parler des odeurs. Et en fait, les odeurs, quand on les sent, c'est plus une ambiance, un contexte. À part si on va mettre le nez sur, une source odorante, on est plus, entouré d'odeurs un peu tout le temps et c'est difficile de les décrire et c'est un fait. Et en plus, la langue française, mais la majorité des langues n'ont pas vraiment de mots pour décrire les odeurs. Donc faire comprendre une odeur à quelqu'un qui ne sent pas, c'est extrêmement difficile. Créer ce langage qui n'existe pas encore. Ouais, exactement. Mais en fait, les parfumeurs quand ils s'entraînent, enfin les gens qui font des études de parfumerie justement, ils apprennent à mettre des mots sur des odeurs. Et donc ils répètent, ils apprennent, des 20 odeurs par jour et tous les jours et c'est un travail assez difficile. Vous êtes, pour tous on va dire des ambassadeurs, des ambassadrices, donc des bénévoles actifs dans l'association. En quoi ça consiste d'être un bénévole actif? Parce que tu as parlé tout à l'heure que tu étais un membre passif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un membre passif et être un membre actif, Pierre? Alors, parce que pendant longtemps, j'ai cotisé, hein, j'ai donné ma cotisation, je donnais tous les ans, mais je faisais pas grand-chose, je venais, peut-être comme beaucoup, j'assistais aux réunions d'échange. Quand il y avait des réunions sur, ma pathologie, la polypose nasale, et ben, je prenais les informations. Mais voilà, je venais un peu, comme un voleur, quoi. Donc ma démarche était un peu égoïste et j'étais pas pleinement satisfait parce que je voyais l'énergie des membres actifs, justement, et puis je me suis dit: «Ben, c'est pas correct, c'est pas correct». Tout comme, je voyais aussi l'énergie de notre président Jean-Michel, qui lui avait été certes accablé par son accident, mais on l'avait tourné, avait pris cette énergie, en avait fait quelque chose. Moi, je suis resté longtemps accablé par l'anosmie et je me suis dit: «Ben, il faut que je réagisse», et encore une fois, l'aide que je comptais trouver au début de ma pathologie, est-ce que je peux pas la donner à quelqu'un? Donc j'ai commencé à prendre part à des événements, organisés, enfin, pas forcément par l'association, mais pour lesquels, l'association prenait part, donc des conférences pour témoigner, pour expliquer, les désagréments de la perte de l'odorat, voilà, donc plus simplement prendre, avoir sa carte de membre, mais aussi participer et apporter sa pierre à l'édifice. Essayer de faire connaître aussi l'association, donc en parler autour de soi, bien sûr, et puis, discuter avec des ORL en disant on fait partie de cette association, indiquer ce qu'elle, encore que maintenant auprès des ORL, elle commence à être, connue, mais voilà, c'est prendre part vraiment à diffuser les messages de l'association et puis, qu'elle puisse être connue et bénéficier au plus grand nombre. C'est ce que tu me disais, Claire, Franchini, en aparté tout à l'heure avant qu'on lance l'enregistrement, que au plus nous serons de membres, au plus donc nous serons aussi actifs dans cette association, au plus elle pourra effectivement gagner en visibilité et avoir, un pouvoir, d'agir beaucoup plus important et pouvoir, avoir une incidence effectivement sur, le carnet de santé sur lequel vous êtes en train de travailler, le test de
olfactif. Enfin, il y a voilà, plein de choses qui sont en train d'être, développées, mais ça demande à ce que chacun s'engage, pleinement et ne reste pas donc dans la passivité. Mais juste petite parenthèse, chacun fait ce qu'il peut aussi à son rythme, Bien Pierre, sûr. puisque tu dis bien être accablé, et ça demande de sortir de l'état de sidération, de choc, pour ensuite aussi, peut-être, passer par une phase plutôt déprimante, voire, d'une «acceptation» entre guillemets relative aussi à sa situation pour peut-être pouvoir s'engager ensuite. Ah oui, tout Donc à fait. Là, sur ce point, je suis tout à fait d'accord et c'est en c là encore, c'est un point positif de l'association, c'est que, hem, c'est très inspirant de voir, certains témoignages, de savoir qu'on n'est pas seul, quelle que soit la cause de l'anosmie, de voir, tous les témoignages, c'est quelque chose de réconfortant, même si, la plupart du temps, les gens sont tristes de cette perte d'odorat, mais il y a quand même un sentiment de chaleur humaine dans ces témoignages et ça permet de se dire: «Allez, on reprend courage et on essaie de sortir de l'accablement», justement. Je suis effectivement d'accord avec ce que tu disais et ce que disait Pierre, et qu'il faut, il faut bien entendre que la majorité des bénévoles actifs de cette association sont des patients, des personnes qui ont des pathologies, des personnes qui sont en dépression, qui, se battent, pour, recouvrer leurs capacités cognitives, qui se battent contre une polypose nasocinusienne, qui se battent contre un méningiome, qui se battent contre, voilà, des pathologies diverses. Et du coup, c'est très difficile de se battre aussi pour une cause, même si c'est une cause, qui nous concerne. Mais ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'énergie, et donc c'est aussi pour ça qu'on est content d'accueillir des normosmiques. Parce qu'on sait qu'on va aussi pouvoir se reposer sur eux quand, la pathologie, dont on souffre nous rattrape, ou quand la dépression nous rattrape, ou quand le découragement aussi nous rattrape. On est content de pouvoir s'appuyer sur d'autres membres de l'association, et notamment des normosmiques. une réaction par rapport à ça, Claire? Martin? Oui, non, mais je suis assez d'accord. Enfin, je pense que à l'association, il y a et Jean-Michel est particulièrement regardant avec ça, on n'est pas obligé de s'engager justement. Parce qu'on sait que voilà, il y a des gens qui ont besoin de soutien, mais qui n'ont pas forcément l'énergie pour aider les autres. Et moi, je fais pas enfin, je fais pas beaucoup de soutien aux personnes un à un. Mais ce que me raconte Claire ou les autres membres de l'association, c'est extrêmement difficile parce que vous prenez la maladie de quelqu'un d'autre alors que vous-même vous battez contre cette pathologie et la personne, voilà, déverse, son malheur sur vous. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin, quoi. C'est pas juste on va prendre un café, quoi. C'est quelque chose d'assez lourd. Donc enfin, tout le monde ne peut pas faire ça et on demandera jamais à tout le monde de faire ça. Si les gens s'engagent et sont contents de s'engager, c'est vraiment très bien et on a besoin effectivement de bénévoles, mais on sait bien que tout le monde ne peut pas le faire. Alors moi, en tant que normosmique, effectivement, le petit truc qui est un peu parfois difficile pour moi, c'est que, bah, moi, je sens normalement, donc il y a des choses que je peux malgré tout pas comprendre. Je connais le cerveau de ces gens-là, mais je le ressens pas moi, donc c'est pas exactement la même chose. Donc j'essaye d'aider à ma mesure, c'est-à-dire, voilà, leur expliquer. Parfois les gens sont contents de savoir que, ben, je peux comprendre que je sais comment ça marche, donc parfois je leur explique des choses qu'ils ressentent, mais qu'ils n'arrivent pas peut-être pas à exprimer. Donc voilà, je peux aider à trouver des pistes comme ça, mais je peux pas me mettre à leur place, je ne ressens pas la même chose, donc Mais en tout cas, je pense que tu as un rôle fondamental dans la pédagogie et l'information. en fait, c'est ça mon rôle dans l'association avec d'autres gens, des chercheurs et des médecins, c'est justement d'expliquer. Par exemple, on explique très régulièrement que l'odorat, c'est une très grande partie du goût, parce que souvent les patients, arrivent à l'association et ils disent: «J'ai perdu le goût» et si vous creusez un peu, en fait, ils ont pas du tout perdu le goût, ils ont déjà perdu l'odorat, mais ils ont encore le goût. C'est-à-dire que s'ils mettent du sucre sur leur langue, ils vont sentir le sucré et le goût, c'est ça, c'est ce qu'on sent sur la langue. Donc déjà, voilà, leur montrer qu'il y a des sens qui sont associés par le cerveau, mais qu'on peut les dissocier, leur expliquer voilà quoi, un peu comment ça marche et ça j'ai l'impression que ça les aide à comprendre leur pathologie. Je confirme, c'est très précieux pour nous d'avoir,
des personnes comme Claire pour, effectivement nous en apprendre plus sur ce sens qu'on a perdu ou qu'on n'a pas eu pour les personnes, anosmies congénitales. Parce que, il y a assez peu de choses finalement sur la toile sur ce sens. Alors bien sûr, il y a des articles de chercheurs qui sont publiés, mais qui ne sont pas vraiment, accessibles à tout le monde et donc c'est très important pour nous d'avoir cette vulgarisation aussi de la physiologie de l'odorat, la physiologie de l'anosmie, de savoir ce qui se passe pour en fait, mieux accepter ce qui nous arrive. Pour moi, en fait, à l'époque, quand on me parlait d'anosmie, déjà je connaissais pas le terme. En fait, personne ne m'a dit ce qui s'était passé à l'intérieur de ma tête et quand enfin j'ai pu discuter avec Ratch et Claire, j'ai mieux compris et alors j'ai mieux accepté. Il y a besoin d'avoir une compréhension intellectuelle, d'intellectualiser peut-être le processus, mais en tout cas d'avoir des éléments. Moi, je m'étais jamais posé la question de ce que ça représente que de sentir. Jean-Michel m'expliquait l'incidence que ça pouvait avoir de ne pas avoir d'odorat sur la mémoire, et cetera. Moi, j'ai aussi compris des choses. Ah, je comprends mieux peut-être pourquoi j'ai à ce point des difficultés de mémorisation. Non, j'ai Mmh. pas un Alzheimer débutant. Peut-être, voilà, c'est parce que comme je n'ai pas d'odorat, je fixe moins les souvenirs, et cetera. Donc c'est Mmh. quand même très éclairant et ça peut rassurer sur certains points. Peut-être que ça passe par là, une meilleure information de ce que c'est que l'odorat, les conséquences que c'est de ne pas en avoir, pour mieux intégrer aussi notre réalité Mmh. et même informer notre entourage ou nos proches. Ne Mmh. t'inquiète pas si je te pose sans arrêt la question, si j'ai l'impression d'oublier, c'est parce qu'aussi, voilà, je viens d'apprendre que ce sens-là a une incidence, beaucoup, beaucoup de travail d'information. Mmh. On parlait donc d'être bénévole passif, actif. Comment est-ce qu'on peut venir soutenir l'association, quelles que soient ses compétences? Comment est-ce qu'on peut, aider? En fait, on écrit à l'association depuis le site internet, et on peut dire que, on souhaite, participer, voilà, devenir bénévole de l'association. Il y a plein de manières d'aider l'association parce qu'en fait, on a besoin à la fois d'écoutants bénévoles, donc de personnes qui sont capables d'avoir au téléphone ou de rencontrer une personne anosmie qui a envie de discuter de son anosmie, de sa souffrance. Donc on peut tout à fait faire ça, mais encore faut-il être capable de le faire. Mais on peut aussi, faire profiter de l'association, de ses capacités d'organisation, de ses, compétences administratives. En fait, voilà, dans une association, il y a plein de choses à faire, il y a la gestion des comptes, il y a, l'organisation de réunions, l'organisation d'événements. Voilà, donc en fait, on peut vraiment aider, de différentes manières et il n'y a pas besoin d'avoir une formation particulière. Par contre, bien sûr, il faut au minimum être formé à ce qu'est l'anosmie, à ce qu'elle représente. Voilà, mais ça, c'est une formation qu'assure l'association. Tu parlais tout à l'heure que tu étais en charge de tous les projets éditoriaux de l'association. On ne peut pas ne pas parler du deuxième livre que l'association a édité. Donc là, on est au mois de février au moment de l'enregistrement, mais à la fin du mois sortira un livre de recettes. Est-ce que tu as Tout envie à fait, de nous en parler un peu plus? tout à fait. C'est le deuxième livre publié par l'association. Le premier livre étant «Être né sans odorat» qui, visait à proposer un décryptage de l'anosmie congénitale, l'anosmie de naissance. Le deuxième livre est un livre de cuisine pour anosmiques. C'est un livre qui a été écrit par un ORL danois, Alexander Fjellstadt, et par des chefs cuisiniers danois. Et en fait, c'est vraiment Alexander Fjellstadt qui est à l'origine de ce livre, qui est ORL, qui a rencontré beaucoup de patients anosmiques et qui a bien compris que le fait de ne plus pouvoir percevoir «le goût» entre guillemets des aliments, était une vraie souffrance pour ces patients. Et donc il s'est dit qu'il fallait vraiment, s'intéresser à ce problème. C'est un vrai problème et il s'est dit qu'il était important de proposer d'autres choses aux anosmiques dans la cuisine et s'intéresser à la cuisine sensorielle. C'est-à-dire que quand on perd l'odorat, comme l'expliquait Claire, on perd une partie de la perception du goût des aliments. Je parle de goût, mais Claire l'a bien expliqué tout à l'heure, hein, c'est pas le goût, mais il nous reste malgré tout beaucoup de choses. On a le sucré, le salé, l'acide, l'amer, l'umami. Nous avons la perception des textures, le piquant. On a encore des choses, on a encore des perceptions qui peuvent nous apporter une certaine satisfaction. Et donc le docteur Fjellstadt s'est intéressé à toutes ces perceptions-là, à tout ce qui nous reste à nous les anosmiques quand on perd l'odorat, à l'heure du repas et a proposé une explication en fait scientifique, de cette cuisine adaptée aux personnes anosmiques.
Et cette explication est assortie de recettes spécialement conçues pour les anosmiques, testées et validées et même corrigées par des anosmiques. Comment est-ce qu'on peut se le procurer? Sur le site, donc n'hésitez pas à aller sur anosmie.org et à commander ce livre qui s'appelle Cuisiner sans odorat. Et pourquoi pas le présenter à son médecin traitant, à son ORL, à tous les Tout à fait. professionnels, à le faire connaître. Et à l'offrir aussi à des normosmiques. Parce qu'en fait, ça peut être aussi très intéressant pour les Mmh. normosmiques de mieux comprendre ce qui se passe dans leur bouche et voilà, d'apprendre aussi une nouvelle manière de cuisiner. Est-ce que vous avez testé les recettes? Moi, j'en ai testé une et effectivement, c'est assez chouette. Enfin, la recette que j'ai testée m'a apporté, une certaine satisfaction. Ça a changé tes habitudes alimentaires et ta manière de cuisiner? En fait, je crois que, bon, comme ça fait 12 ans que je suis anosmique, j'ai expérimenté pas mal de choses et j'avais déjà compris ce qui m'apportait de la satisfaction et donc j'avais tendance à le faire sans en avoir vraiment conscience. Mais je pense que le fait de lire ce livre me permet de le faire encore davantage, en fait, et de m'apporter encore plus de satisfaction. Pierre, est-ce que tu as l'occasion de le tester? Pas encore, mais j'ai hâte. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos auditeurs sachent sur l'association anosmie.org? Bah, que c'est un beau collectif, que c'est une mine de ressources. Moi, je donne la perception que j'en ai, hein, que c'est un formidable lien entre, les patients et les professionnels et c'est vraiment une mine d'informations, alors j'en reviens toujours à ma pathologie, mais je sais que moi, j'ai appris énormément sur ce qui se faisait, quel est l'état de la recherche sur, les traitements pour la polypose nasocinusienne, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que je ne trouverais pas, sur, par exemple, des forums internet, ce qui était ma principale source. Donc c'est vraiment une concentration d'informations sur l'anosmie, quelle qu'en soit la cause et aussi un formidable, regroupement de ressources, d'informations pour les patients, pour comprendre et pour aussi avoir, quelques informations sur, ce qui est dans les tuyaux, en fait, en termes d'innovation, en termes de traitement et donc voilà, c'est formidable et pour quelqu'un, qui devient anosmique, c'est aussi un formidable carnet d'adresses, avec des professionnels, qui sont au fait de ce qu'est l'anosmie et donc la certitude pour un patient d'être bien suivi, par exemple. Donc pour moi, c'est un passage obligé quand on malheureusement on croise la route de l'anosmie, la meilleure façon de réagir, c'est de prendre contact avec l'association et de participer au groupe, d'échange et de voilà de rencontrer tous les membres, actifs qui sont pleins de bienveillance et voilà, je pense que c'est un très beau collectif. Moi, je voudrais vraiment ajouter qu'on a de la chance en France parce qu'on a une très belle association Anosmie et c'est pas le cas dans tous les pays du monde. On est un des rares pays où il y a une association pour les patients anosmiques et je pense, si je compte, aux États-Unis, il y en a une, en Angleterre, il y en a 2, mais c'est tout, en gros. Les autres, enfin, il y a quelques autres petits, mais c'est pas enfin, ils ont pas le dynamisme, de l'association française et il faut savoir qu'on rayonne dans toute la francophonie. Donc il y a des gens qui nous contactent, qui viennent du Canada, qui viennent de Belgique, qui viennent, d'autres pays francophones et ça, c'est assez extraordinaire, quoi. Ça veut dire qu'il y a un vrai besoin et pourtant, on est un des rares pays où il y a ça et on a par expérience, on a fait quelques congrès scientifiques et les chercheurs me demandent: «Mais comment est-ce que je peux faire pour que dans mon pays, il y ait une association comme celle-là?» Et bon, on n'a pas la réponse, il faut des bénévoles, volontaires, quoi et c'est vrai qu'on a un petit noyau de bénévoles, extrêmement dynamique, sans quoi il y aurait pas d'association. Jean-Michel nous a dit, je crois, dans le premier épisode, enfin, que l'association était la plus active et la plus dynamique au monde, qu'il n'y avait que, je crois, 6 associations, ce qui n'est rien à l'échelle du monde et du nombre de pays qui existent, et que c'était l'association la plus, ouais, la plus active. Ouais, tout Mmh. à fait. Je rebondirais bien sur ce qu'a dit Pierre sur le fait que, c'est une chouette équipe et voilà, cette association, ce sont des gens derrière qui s'engagent tout le temps, enfin, c'est-à-dire plusieurs heures, par semaine, parfois plusieurs heures par jour pour cette cause et surtout pour les gens qui souffrent d'anosmie
Et ce que je voudrais, c'est que les gens entendent que malgré ce dynamisme qui peut peut-être faire penser aux gens qu'on ne sera pas disponible pour eux, qu'on est une grosse machine, qu'on fait plein de choses, on reste vraiment disponible et que tous les anosmiques qui nous contactent reçoivent une réponse. Toujours. Une réponse rapide. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là et que vous êtes anosmique, que vous avez envie d'en parler ou d'échanger par mail avec quelqu'un, soyez certain que vous allez avoir une réponse. Je l'avais confirmé à Jean-Michel pendant le premier épisode, il est certain que vous répondez présent très rapidement, même les week-ends, même tard le soir. Il faut reconnaître que vous avez une disponibilité, à toute épreuve. Ça oui, donc merci infiniment. Donc les anosmiques qui nous écoutent surtout, prenez, votre ordinateur, votre téléphone, enfin contactez l'association, sans plus tarder si par cas, vous êtes en difficulté vous aussi. Parce qu'effectivement, il y aura toujours quelqu'un ou soit vous allez être réorienté vers quelqu'un qui sera peut-être plus à même, pour accueillir, votre demande ou votre souffrance. Mais, ça c'est sûr que vous êtes très, très disponible et pourtant vous êtes pas si nombreux que ça dans l'association. Non, Donc, effectivement. Mais on sait à quel point, il est important de se rendre disponible parce qu'à nouveau et je veux pas trop me répéter, mais l'anosmie est tellement dure à vivre que quand on l'a vécu, en fait, on sait qu'il est important d'accorder du temps aux personnes qui en souffrent, qui ont envie d'en parler, aussi parce que tant qu'on ne l'avait pas vécu, on ne sait pas ce que c'est et bien souvent l'entourage des patients anosmiques n'entendent pas la souffrance qui est vécue par leurs proches et parfois, vraiment pas par malveillance, mais on invite les patients anosmiques à passer à autre chose, essaye de leur faire comprendre que ça n'est pas si grave, que ça pourrait être pire. Ça, ce sont des messages que les anosmiques entendent tout le temps, en fait, de toutes parts et en fait, quand on est dans cette souffrance-là et que l'autre ne nous comprend pas, on peut avoir, tendance à se taire et ça, c'est très grave, bien sûr et très dommageable. Donc c'est pour ça que qu'on est là pour, et qu'on est disponible et souvent bien souvent, les gens que j'ai au téléphone me disent: «Oh, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous prendre beaucoup de temps». Moi, je leur réponds et c'est vrai aussi pour les autres, bénévoles de l'association, on a le temps, en fait, on est là pour ça et il faut prendre le temps d'en parler. C'est comme ça que je voulais rebondir à ce que tu venais de dire, Katia. et aussi, moi, ce qui m'a marqué, c'est le sentiment de honte qui a été partagé par un très grand nombre lors de la réunion Zoom et qui rejoint peut-être ce que tu dis aussi sur le fait, qu'à un moment donné, on finit par se taire puisqu'on se sent pas compris par, ses proches et qu'on a même honte de ce que l'on vit et voilà. Sachez qu'effectivement les bénévoles de l'association, comme tu dis, ont le temps et j'ai envie de dire prennent le temps, ce qui est aussi, je trouve une nuance, subtile à apporter. C'est-à-dire que vous prenez le temps aussi pour permettre, à ce que, ces personnes-là puissent exprimer aussi ce qu'elles vivent, sans honte et sans peur du jugement, donc Oui, c'est oui, quelque tout chose à qui est fait. important. Tu as raison de faire la différence entre le fait de prendre le temps et avoir le temps. Quand je disais: «On a le temps», c'est-à-dire que, ce que je dis aux personnes, avec lesquelles j'échange, c'est que dans cet espace-là qui leur est réservé, ils ont le temps. Mais effectivement, c'est nous qui prenons du temps, mais on est content de pouvoir le faire. Et oui, tu parlais de honte, je pense qu'il y a effectivement ce sentiment-là, ce sentiment de déranger l'autre. Et c'est ça, parce qu'on est invité à passer à autre chose, à voir les choses Mmh. différemment, à comprendre que ça pourrait être pire et donc on sent qu'on dérange, en fait. Donc sachez, chers, anosmiques qui nous écoutent, que vous ne dérangez pas et Donc osez. surtout pas les bénévoles de l'association. Pour poursuivre avec nous, Emmanuel Doncourt, que j'ai, nommé en amont, mais que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'entendre, donc il nous rejoint en cours de route. Bonjour à toi Emmanuel. Bonjour Katia, bonjour à tous. Merci à toi d'être là avec nous. Alors tu fais partie de la team comme moi des bêtes rares, donc des anosmiques congénitaux. Merci donc de ta présence parce que je sais que tu es fort, fort occupé comme tes acolytes. D'ailleurs justement, pourquoi est-ce que tu as accepté de participer au Podcaston? Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai moi-même un podcast qui s'appelle Néanmoins, qui a 2 saisons et que je trouve que le podcast correspond très, très bien avec, ce qui nous arrive. C'est-à-dire que le podcast, c'est de la radio, c'est des ondes, c'est invisible et l'olfaction, c'est des ondes olfactives, c'est invisible et pourtant, ça existe, sauf chez nous, les congénitaux et c'est la deuxième raison, c'est que j'ai envie de faire connaître notre handicap car, c'est pas parce qu'il est invisible que ce n'est pas un handicap. Ça
un handicap, l'anosmie congénitale, qui a des répercussions à 360 degrés et pas uniquement sur l'olfaction et sur le goût, et je trouve ça important de le dire. Avant d'aller plus loin, pour que tu nous en dises un peu plus sur ce podcast, sur les raisons qui ont motivé ton engagement dans l'association, qui es-tu, Emmanuel? Moi, je suis journaliste en télévision. Mon métier, c'est de présenter des émissions de télé ou de radio. Actuellement, je suis plutôt chroniqueuse dans une émission sur RMC. Et j'écris aussi, je fais beaucoup de choses, parce que je suis indépendante. Et je suis donc née sans odorat. Je sais pourquoi. Et c'est toute une vie, plus de 50 ans de vie sans olfaction que moi, j'essaye de porter et d'expliquer aux gens autour de moi. Et puis, de manière plus large, grâce au podcast, notamment. Et aussi grâce à un livre qui, j'espère, va bientôt sortir. Qui n'a rien à voir avec les 2 autres livres qu'on a déjà cités. Oh là! Ah non, alors non, parce que les 2 autres livres qui ont déjà été cités sont des livres qu'on pourrait dire de journalistes sur de l'actualité. Non, non, là, je parle d'un livre, d'un récit qui raconte ma vie depuis le moment où je suis un fœtus jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans un corps anosmique congénital, et particulièrement dans le mien, puisque chez les anosmiques congénitaux, qui sont déjà très, très peu sur terre, hein, moi, je suis encore une rareté puisque je suis ce qu'on appelle un zéro parfait. Je ne sens absolument aucune odeur, et à ce titre-là, j'ai l'insigne honneur d'être cobaye zéro dans des expériences françaises ou européennes sur l'olfaction. Donc, je suis vraiment la plus nulle de la plus nulle des anosmiques congénitaux. La plus nulle dans vraiment l'odorat. Quand tu dis que tu as aucune odeur, moi, par exemple, par rapport à toi, alors tu considères que moi, j'ai des odeurs que toi, tu Bah, as j'en sais rien. Est-ce que tu peux sentir quelque chose? Bah Un tout non. petit peu. Bah, Voilà. l'ammoniac, Mais ça compte? l'ammoniac, ça compte pas parce que c'est le nerf trigéminal. On peut tous le sentir, l'ammoniac. Si on a les nerfs trigéminales ou les trijumeaux, comme on les appelle, ils descendent dans les joues, depuis le haut du visage dans les joues, et c'est tout ce qui nous permet de sentir l'ammoniac, l'alcool, le gingembre, tout ce qui est sparkling, tout ce qui est bulle, la menthe. Et nous, normalement, les congénitaux, ça, on le sent, mais parce que c'est pas une odeur. C'est une sensation trigéminale, le froid, le chaud, le piquant donc, et c'est une sensation trigéminale qui n'est, en général, chez les congénitaux, pas contrebalancée par l'olfaction et la rétro-olfaction puisqu'on n'en a pas. Sauf que moi, j'ai été détectée par 2 laboratoires successifs, un à Lyon et un à Dresde, en Allemagne, qui ont pu dire que j'étais vraiment un zéro parfait, ce qui a priori est rarissime. La plupart des congénitaux peuvent sentir quand même alors c'est pas grand-chose, hein, 1, 2, 3, 4 odeurs. En général, c'est pas terrible en plus comme odeur, c'est toujours des trucs du genre, le brûlé, la cigarette, le goudron. A priori, moi, je sens absolument rien de tout ça. Mais pour le savoir, si on a un zéro parfait, il faut se faire détecter chez les spécialistes, en fait. Voilà, et ça se trouve, tu as un zéro parfait et tu ne le sais pas. Toi, tu le sais depuis combien de temps? Bonne question. Moi, je le sais depuis que j'ai commencé à m'y intéresser à cette histoire d'olfaction. En fait, quand on est congénital, il y a plusieurs manières d'être congénital, plusieurs raisons. Il y a déjà 20% des congénitaux, ils ne sauront jamais pourquoi. Ceux qui ont cherché, bien sûr, il y en a beaucoup qui cherchent pas. Moi, je sais ce que j'ai. J'ai un syndrome qui s'appelle Kallmann-de-Morsier, qui est un syndrome hormonal à la base. Le fait de ne pas sentir des odeurs, c'est la partie pas très grave, bien qu'elle soit déjà très handicapante, de quelque chose de beaucoup plus compliqué, qui est un retard, un ralentissement au niveau hormonal, qui fait que la plupart du temps, on peut pas avoir d'enfants, qui fait qu'on n'a même pas d'ailleurs de développement, on fait pas son développement à l'adolescence normalement. Donc toi, je sais pas ce que tu as toi, Katia, mais moi je sais que je suis un Kallmann de Morsier. Ben, en fait, je ne sais pas vraiment. Anosmie congénitale, point d'interrogation, hein, mais Voilà. après ouais. Bah, il y a des manières de chercher. Moi, je l'ai su parce que quand j'étais ado, je n'avais pas eu de développement hormonal, donc je n'avais, on va être très clair, je n'avais pas de règles, je n'avais pas de poitrine, je n'avais pas de pilosité, tout ce qu'ils appellent les médecins les développements secondaires, que moi je trouvais pas secondaires du tout, et je n'avais rien de tout ça, donc je suis restée dans un corps de petite fille extrêmement longtemps, plus d'une vingtaine d'années, et c'est un endocrinologue qui a compris ce que j'avais, puisque c'est au niveau de l'endocrinologie que ça se passe dans les glandes, hein, c'est au niveau de l'hypophyse, et il a dit: «Voilà, il y a quelque chose que vous n'avez pas au niveau de l'hypophyse». Donc il y a ce développement hormonal conjoint avec le fait de pas sentir les odeurs, et honnêtement, quand on a 16 ans, on s'occupe d'abord 17, 18, 19, toujours pas de règles, toujours pas de développement, on s'occupe d'abord du développement hormonal, et le fait de pas sentir les odeurs, bon, bah, on s'en occupera plus tard, c'est peut-être un peu moins grave, quoi. Et heureusement que, je suis allée beaucoup chercher au niveau de la médecine pour pas me contenter des premiers médecins que j'avais pu voir, et pour, faire en sorte que j'ai quand même une maternité, parce que je suis maman de 4 enfants aujourd'hui, mais j'ai eu beaucoup de chance. Il y a beaucoup de congénitaux qui n'en auront pas, et puis m'occuper de l'olfaction, c'est arrivé vers la trentaine, et là, j'ai contacté un laboratoire à Lyon qui est spécialisé dans l'olfaction, qui m'a fait venir.
pour me faire des tests et c'est grâce à eux que je l'ai su. Et Dresde, je suis allée voir le professeur Thomas Hummel, qui est une renommée mondiale dans l'olfaction, qui est un des grands chercheurs. C'est un tout petit milieu, le milieu des chercheurs sur l'olfaction. Il y a des Américains qui sont très connus au Monell Center. Et puis, il y a en Europe, c'est clairement Thomas Hummel à Dresde qui a formé tous les chercheurs européens et qui m'a fait venir, on était en 2022, pour me tester lui aussi. Donc c'est pour raconter tout ce parcours-là que tu écris et que tu racontes ton histoire, donc? Ouais, raconter ce que c'est que d'être une petite fille, qui à la fois ne grandit pas dans son corps, enfin grandit ici, je grandis, mais pas hormonalement parlant, petite fille, adolescente. Raconter ce que c'est que de ne pas avoir d'odorat quand on est enfant, puis ado et puis après maman. Raconter aussi parce qu'évidemment, j'ai créé un parfum, sinon c'est pas drôle et raconter aussi toute cette aventure totalement rocambolesque de la création d'un parfum alors que je ne sens pas les odeurs et oui, raconter ce que c'est que de vivre. Moi, je considère que je suis une sorte de cosmonaute qui vit avec un scaphandre puisque, j'ai longtemps cru que cette histoire d'odeur était une vaste blague et que me faisait le monde et que tout le monde me mentait et quand j'ai compris enfin que ça existait très, très tardivement dans ma vie et que c'était pas du tout une blague, bah, l'impression que nous on est, je sais pas si tu le vis pareil, mais qu'on est imperméable aux odeurs et qu'il y a une bonne partie quand même de la vie qui nous échappe. Alors on remplace par autre chose, on compense, ça c'est sûr, mais toute cette partie-là, elle nous échappe, que ce soit, au niveau de l'olfaction pure, les fleurs, la nourriture, les vins, l'alcool et tout ça, l'odeur des gens, l'odeur des enfants, de nos compagnons ou compagnes, de nos parents, tout ça, ça n'existe pas, l'odeur de la nature et tout ce qui finalement nous échappe aussi, quoi. Pour quelle raison est-ce que tu es engagée dans l'association anosmie.org? Je me suis engagée dans l'association anosmie.org. D'abord parce que je l'ai découverte et d'un seul coup, je me suis dit: «Tiens, mais je ne suis pas toute seule, en fait» et je pense la première raison, c'était pour briser la solitude et clairement, je me souviens très bien, on était en plein confinement lorsque j'ai vu, d'autres anosmiques congénitaux apparaître sur mon écran, donc on fonctionnait par visio, à l'époque et encore beaucoup finalement. D'un seul coup, on s'est tous mis à pleurer parce que c'était la première fois qu'on rencontrait des congénitaux et il y a vraiment une bulle de solitude qui a éclaté ensemble. Après, on a pu se rendre compte aussi qu'on était très différents les uns les autres. On ressentait pas les mêmes choses. On avait plein de sujets en commun, mais sur la nourriture, on ressentait pas les mêmes choses. Il y a un gros sujet sur la sexualité des anosmiques congénitaux aussi, parce on n'a pas la même sexualité que d'autres. Sur la mémoire aussi, souvent on a tendance à vivre sans mémoire quand on est congénital, puisqu'on n'ancre pas les odeurs avec l'olfaction. Après, on peut les ancrer avec autre chose, la vue, l'ouïe, le toucher, mais le plus grand ancreur de mémoire, ça reste malgré tout l'olfaction et nous, on l'a pas. Et finalement, on vivait des réalités très, très différentes. Donc c'est surtout pour ça. D'abord pour briser cette bulle de solitude et puis après, pour participer au combat entre guillemets de faire connaître notre handicap à un moment où la France et la planète perdaient leur odorat eux aussi, parce qu'on était en plein Covid et c'était le moment idéal pour commencer à investir un peu les médias, et les milieux de la recherche aussi. Tu dis que tu as découvert, l'association donc en 2020 si je comprends bien, au moment du Covid ou un Et petit peu avant? Covid-19 2020, ouais, c'est ça, 2020, quand Jean-Michel l'a créé, il l'a créé en quelle année Jean-Michel? 2020 je crois, 2017. Ah 2010, ah oui, j'ai mis du temps alors. J'ai mis du temps. Oui, oui, non, moi c'était au moment du Covid. Tu te rappelles? Tu as fait des recherches? Comment est-ce que tu es arrivée jusqu'à l'association? Alors, il y avait une autre association qui existait avant en France, dans laquelle Jean-Michel et Claire étaient également et ça bougeait pas dans cette asso. Je sais même plus comment elle s'appelle, c'est pour dire et je me souviens pendant 2 ans, je tournais en rond dans cet asso en disant: «Mais je voudrais faire des choses, je voudrais représenter ma région». Donc moi, je suis en Bourgogne-Franche-Comté. Je voudrais être, représentante dans ma région et cetera. J'ai jamais eu de réponse, jamais et j'ai vu Jean-Michel sur un plateau télé, je crois, où je l'ai entendu à la radio, mais c'est par les médias que c'est passé. Comme moi, je suis une femme de médias, c'est assez logique. Quel est ton rôle dans l'association? Est-ce que tu as un rôle particulier? Alors tu nous as dit tout à l'heure Ouais, que tu avais un podcast. C'est dans le ouais, cadre de l'association que tu as créé le podcast? exactement. Ou Moi, tu à es la voix? l'association je suis journaliste, donc à l'association, je suis en charge du podcast que j'avais proposé. Et je fais partie également du conseil d'administration, donc toutes les grandes décisions, on les prend quand même, c'est la même petite équipe, qui travaille. Je suis pas au bureau, puisque je suis déjà au bureau d'une autre association, donc je peux pas être dans 2 bureaux, mais je suis au conseil d'administration et je suis, tous les travaux, de l'association, de près ou de loin. Par exemple, l'année dernière, on a fait un livre sur l'anosmie congénitale, qui a très clairement été mené par Claire Fancini de main de maître et moi, j'ai participé, j'ai donné mon témoignage, j'ai fait des relectures. Là, le livre de recettes, qui sort pour Anosmic, je me suis mise en relecture. Voilà, donc je suis investie à des petits endroits et puis principalement le podcast ou alors aussi, il y a des réunions en France ou à l'étranger
sur nos sujets et c'est des réunions qu'on se partage. Il se trouve qu'il y en avait une qui était à Dijon il y a 2 ans, donc comme c'est ma ville, c'est moi qui y suis allée. Et le podcast, alors tu dis que tu es journaliste, la voix, c'est quelque chose qui est important pour toi. C'était quoi l'intention au départ quand tu as eu l'idée de créer ce podcast? En fait, la vérité vraie, c'est qu'initialement, ce podcast, moi, je l'avais créé pour une radio, pour Europe 1. Enfin, c'était là qu'il devait être normalement. Il devait être acheté par Europe 1 et c'était juste avant que je rencontre anosmie.org. Et donc Europe 1, ancienne formule, hein, pas formule Bolloré. Et en fait, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait puisque, alors là, je trouve ça très parlant le pourquoi ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que le studio Europe 1, qui est un studio de podcast qui, je sais pas aujourd'hui comment ça marche, mais qui marchait très bien à l'époque, n'a pas réussi à faire financer ce podcast par un annonceur. Les annonceurs qui peuvent être donc des annonceurs, enfin c'est tous les publicitaires quoi. Il y en a pas un que ça intéressait de financer un podcast sur quelque chose qu'ils connaissaient pas, en l'occurrence Anosmie. Et donc comme on n'a pas pu le financer, mais le podcast il était prêt. Donc j'ai dit à anosmie.org, j'ai dit, mais si vous voulez, on fait ça pour anosmie.org et c'est parti comme ça assez vite. Ça veut dire que tu avais déjà enregistré la première saison, par Non, exemple? Ah non. ah non, Mmh. ça s'est pas fait. Non, non, ça s'est pas fait. Et j'ai trouvé un partenaire, un studio de podcast qui est venu gratuitement avec nous puisqu'on a vraiment 0 argent, enfin quasiment rien. Et donc fallait faire ça à la débrouille. Et puis la première saison, on l'a fait en partenariat avec ce studio de podcast. Et la première saison était plutôt consacrée. Moi, je suis beaucoup en recherche sur le monde des odeurs. À la maison, j'ai une bibliothèque hallucinante sur le monde des odeurs. Il y a très peu de livres sur l'anosmie qui ont été écrits, mais je les ai. Et donc, j'étais plutôt en recherche de ce que c'est qu'une odeur. Et c'est pour ça que sur la première saison, le parrain, c'était Michel Simès. Personne ne le sait, mais Michel Simès est ORL. Et donc, c'était le parrain d'émission de cette première saison. Et c'était plutôt, à quelques exceptions près, des gens qui avaient de l'odorat. Il y avait Elisabeth de Fédot, qui est une historienne de l'olfaction et des parfums. Il y avait des parfumeurs. Il y avait un ou deux anosmiques, dont Alex Vizorek, l'humoriste belge qui est né sans toi et moi. Et on le vit pas du tout pareil. C'est un podcast qui est très, très, très marrant parce que vraiment, on était d'accord sur rien, si ce n'est que les douches, ça sert à rien. Mais tout le reste, on le vivait pas du tout pareil. Et puis la deuxième saison, c'était que des anosmiques. Et là, on l'a fait en partenariat avec Le Parisien, le studio de podcast du Parisien, qui a été enregistré là au printemps de l'année dernière, 2025. C'est une douzaine de numéros avec que des anosmiques, notamment de l'association. Où est-ce qu'on peut l'écouter? Partout, Toutes les absolument plateformes, partout. que Ah oui, l'on oui, il connaît? est sur toutes les plateformes, Acast. On peut même aller sur le site anosmie.org pour trouver le lien direct et l'écouter. Ça s'appelle Néanmoins, en 3 mots. C'est un podcast où ça pleure beaucoup, ça rit beaucoup aussi. Je pense que le numéro le plus drôle que j'ai fait, c'est le seul numéro qui était pas avec des anosmiques, c'était avec des aidants. Il y avait la femme de Jean-Michel Maillard, Linda, il y avait ma fille aînée, Capucine, et il y avait le patron des podcasts du Parisien, qui lui-même est papa d'une anosmique congénitale. Et donc je les ai mis tous les 3 devant le micro et je leur ai posé les questions: «Qu'est-ce que c'est que de vivre avec nous?» Et ils se sont entendus comme larrons en foire et pour expliquer ce que c'était de leur vie de parce que nous on dit: «On adopte un nez». Oui, on adopte des nez autour de nous bien évidemment et donc c'était des nez adoptés qui répondaient à ça et c'est le seul où on a beaucoup ri parce que sur d'autres on pleure quand même, hein. Pour ceux qui ont perdu l'olfaction, c'est tellement dur, tellement dur. Bah, c'est ce qu'on a dit avec tes acolytes, juste avant. On a parlé un petit peu. Moi, j'ai vécu l'expérience des Zooms, donc j'ai participé à mon premier Zoom au mois de janvier et c'était vivre avec la perte d'odorat. Donc la plupart des participants au Zoom, ont connu l'odorat et l'ont perdu pour différentes raisons. Je partageais la réflexion que je me suis faite, je me suis dit: «J'ai peut-être de la chance finalement parce que moi je ne sais pas ce que c'est» et je Nous, on n'a pas de ressentais perte. une telle, détresse et une telle souffrance de ceux qui l'avaient Mmh. connu et qui ne l'avaient plus et donc oui, je veux bien croire que tu as eu des épisodes extrêmement émouvants parce qu'il y a une vraie souffrance, Mmh. en Mais lien avec ça. c'est ce que tu dis, nous, on l'a jamais eu. Donc on a une énorme frustration. C'est dangereux pour la santé de notre corps. Moi, je suis déjà allée à l'hôpital parce que je m'étais intoxiquée avec, des choses qui n'étaient plus très fraîches. Comme tous les anosmiques congénitaux, on a tous la même anecdote qu'on a failli faire sauter la maison ou l'appartement au gaz de nos parents. On l'a toutes celle-là. Donc on vit dangereusement, on vit avec une énorme frustration, mais c'est vrai qu'il y a pas de perte. Et eux, c'est 60 des gens qui perdent l'olfaction, ils entrent en dépression. Pourquoi? Parce qu'ils ne perdent pas que l'olfaction, ils perdent le goût, ils perdent la libido et ça, ils le découvrent, personne n'en parle jamais. C'est pour ça que dans la première saison de Néanmoins, j'ai fait un podcast uniquement sur la sexualité des anosmiques. Donc ils perdent la libido, puis après ils se rendent compte qu'ils perdent leur mémoire parce qu'eux, ils ont ancré les souvenirs avec l'olfaction et au fur et à mesure, ça se déconnecte dans le cerveau. Ils savent plus, ils arrivent plus à reproduire l'odeur de la vanille ou alors je parle de choses que je ne connais pas, hein.
ou l'odeur Mmh. du feu de cheminée ou l'odeur de et donc tous les souvenirs se déconnectent et le pire du pire et à chaque fois ils le disent tous, c'est de perdre l'odeur des gens qu'ils aiment. Que ce soit leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, ils perdent, tout ce qui les rattachait au monde et que nous on n'a jamais connu et c'est vrai que je me souviens le tout premier week-end qu'on a fait avec anosmie.org entre 2 confinements, on s'est retrouvés pour un week-end et c'était vraiment 2 salles, 2 ambiances, hein. Il y avait les congénitaux, on riait de notre côté, on s'était tous mis ensemble, ça rigolait pendant le repas et nous on mangeait, on avait bon appétit et d'un seul coup on s'est rendu compte que l'autre côté de la table, où il y avait Jean-Michel, où il y avait Claire, bah, voilà les historiques de l'asso, étaient en train de pleurer en fait et eux ils sentaient rien à ce qu'ils mangeaient et on a déjà eu aussi des tensions parce que nous on fait des blagues et eux ils ont aucun humour là-dessus et c'est normal. Et bah, nous, on se fiche un peu de nous-mêmes, ceux qui ont pas d'odorat et chez eux, c'est très, très mal passé parce que, cet humour-là, c'est impossible pour eux à entendre et je comprends vraiment, quoi. C'est donc Mmh. on l'a mise un peu en sourdine, on va dire. C'est peut-être difficile à comprendre parce que nous, on n'a aucune grille de référence, en fait. On peut même pas imaginer, donc on ne sait vraiment pas. Non, non, faut rester humble, faut écouter, faut se taire, on n'est pas à leur place, on sait pas ce que c'est et puis nous, on n'a pas aussi cet espoir de le retrouver un jour. Même si, il y a des recherches en ce moment pour faire des implants olfactifs et c'est des recherches qui se passent bien, mais c'est pas maintenant, quoi et eux, ils ont aussi cet espoir, qui les maintient et nous, on l'a pas donc bon. C'est en ça que l'association est importante puisqu'il a été rappelé par tous là que la 1re vocation, c'est la notion de soutien. Ouais. De permettre à, trouver une écoute, empathique, bienveillante, quelle que soit, l'heure du jour ou de la nuit ou en semaine, le week-end, vous répondez présent. Parce que oui, à part votre association, il y en a comme tu dis, il y en a pas d'autres, en France Mais c'est pas une histoire de France, c'est une histoire de monde, hein. et Il y a de encore peu de monde. temps, il y en avait Oui. 6 dans le monde. Il y a Fifth Sense qui a fermé en Angleterre, donc on n'est plus que 5 si je me trompe pas. Ah oui. 5 associations dans le monde. Si on compare aux associations pour les aveugles, par exemple, ça n'a rien à voir. Donc nous, on est les aveugles du nez. Voilà, c'est Oui. comme on dit. Oui, je ris, mais oui. Tu fais partie des membres, actifs, voire très actifs, toi Mmh. aussi, de l'association. On a parlé de comment est-ce qu'on pouvait soutenir l'association, ceux qui nous écoutent, qui se disent: «Bah, tiens, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir venir, en soutien, donner un coup de main». Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Pour moi, il y a 2 endroits où il est possible d'intervenir. D'abord, ce qui me plaît beaucoup dans cette association, c'est qu'il y a pas que des anosmiques. Il y a des gens qui ont parfaitement de l'odorat et qui ont dit: «Mais moi, ça m'intéresse. Je sais faire ça, est-ce que je peux venir?» «Ah mais bien sûr, viens, bien sûr». Donc nous, on a besoin de professionnels qui se sentent concernés par le sujet. Les gens commençaient à se sentir concernés quand ils ont perdu l'odorat pendant le covid. En disant: «Ça y est, je sais ce que c'est que d'être toi». Bah non, tu sais pas parce que moi je suis née sans odorat. Mais bon, tu as au moins testé pendant quelques jours ce que c'était de pas avoir d'olfaction et peut-être que tu as eu très, très peur. Et donc voilà, il y a tous ceux qui peuvent venir apporter un savoir-faire et puis il y a tous ceux, qui peuvent venir nous aider à trouver de l'argent parce qu'on est une association qui n'est pas financée. Ça coûte de l'argent, hein, d'aller à un colloque, d'aller nous représenter, nous, association de patients. Ça coûte de l'argent d'aller à Paris. On est quasiment en région, ouais. D'aller à Paris pour aller rencontrer, les sénateurs, les députés. On a un de nos combats, c'est notamment qu'il y ait une page dans le carnet de santé français sur l'olfaction et que les enfants en maternelle puissent être détectés comme on détecte la vue et l'ouïe. Et ça éviterait tellement l'errance médicale des enfants et de leurs parents, ça permettrait de les orienter au bon endroit vers les bons spécialistes. Mais pour faire ça, bah, c'est du lobbying, il faut aller tout le temps à Paris, il faut aller démarcher, faut voilà et donc on a clairement besoin aussi, s'il y en a qui savent pas quoi, faire, de leur argent, on est vraiment très contents ou de trouver des partenariats aussi. Quoi, par exemple? Bah, des partenariats, pharmaceutiques puisque nous on fournit des patients pour, des essais, par exemple, des essais pharmaceutiques. Par exemple, on a un partenariat presse. Moi j'écris, mon autre rôle à l'asso, qui est encore un rôle de journaliste, c'est d'écrire dans la revue Nez. La revue Nez, c'est une revue qui existe depuis quelques années, qui sort, 2 fois par an, qui est une revue, très pointue sur l'olfaction, l'odorat, les parfums, qui est spécialisée qui, moi j'ai adoré lire quand ils sont sortis, je comprenais rien à ce que je lisais, mais j'adorais tellement, tellement, jusqu'au jour où je suis venue leur proposer, leur disant: «Mais dites donc, nous on est votre RSE, on est vos handicapés, est-ce que vous pourriez pas nous consacrer une page?» Et ils m'ont dit: «Oui» tout de suite et donc j'écris, dans chaque numéro, j'écris maintenant c'est plus une page, c'est 2 sur ce que c'est que d'être, dans ma vie. Il y a toujours un thème et maintenant je vais même interviewer un ou une scientifique sur le sujet que j'aborde pour avoir un regard qui soit moins dans le ressenti et dans le vécu que ce que je fais moi et un contrepoint scientifique pour dire: «Eh bien oui, Emmanuel, si tu as du mal à boire de l'alcool, c'est parce que ci, c'est parce que ça». Enfin voilà, il y a toujours ce contrepoint scientifique et par exemple, ça c'est un partenariat que j'ai trouvé moi, mais qui nous a également été, amené par un parfumeur qui connaissait bien Nez, et celui avec qui j'ai fait mon parfum
et qui m'a dit: «Mais je les connais, Né, si tu veux, je te les présente» et rien que le petit entre-gens qu'il a fait là, nous a permis de ce partenariat avec Né et de nous faire entendre, chez nos amis parfumeurs. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont, possibles. Un peu de créativité, un peu de réseau, un peu de temps, on peut Ah, et témoigner, on d'argent. peut écrire, on peut démarcher, un peu d'argent, oui. Mais c'est le nerf de la guerre, hein, surtout à une époque où les associations ne sont, plus beaucoup financées. C'est même, dramatique, hein. Je vais pas faire un cours sur le budget de la France, ces derniers mois, mais clairement les associations, vont être de moins en moins financées et donc on a besoin absolument de partenariats privés. C'est obligatoire, sinon Mmh. on va pas s'en sortir et quand je vois le nombre de personnes qu'on a aidées pendant le covid, on faisait des visios, mais il y avait 500 personnes qui étaient là et personne n'a jamais donné un sou, jamais. Moi, une collègue, sa mère a retrouvé l'odorat après 35 ans d'anosmie grâce à moi, juste parce que je lui ai conseillé le bon médecin et le bon médicament. Elle retrouve l'odorat, elle a jamais adhéré à l'association, elle a jamais donné, ne serait-ce que 10 euros. Alors quand je pense à tous ces gens qu'on a aidés gratuitement, bah, ça fait un peu mal au cœur parce qu'on se sent abandonné. Mais pour autant, il y a une bonne équipe à anosmie.org, ça rigole beaucoup, ça travaille bien et on essaie d'avancer, tous ensemble. On lâche rien. Pierre faisait référence aux membres passifs et aux membres actifs. Il disait le membre passif qu'il avait été en prenant des choses à l'association et puis à un moment donné, il a pu être en capacité aussi parce qu'il parlait quand même d'accablement, ce qui est très fort, Ouais. d'être en capacité à un moment donné de pouvoir aussi donner un petit peu de son temps, voilà, de lui aussi pour l'association. C'est vrai que Claire rappelait aussi que nous sommes enfin que tous les membres de l'asso sont avant tout quasiment tous des patients. Ouais. Donc voilà, d'avoir cette double casquette, d'être entre guillemets «patient» et accompagnant, aidant, c'est peut-être pas facile. Et ça dépend ce qu'on a vécu parce que ceux, qui ont perdu l'odorat suite à des traumas crâniens, ils ont d'autres conséquences. Il y a de la fatigue énorme qui arrive, enfin un trauma crânien quoi, ça reste pas, anodin un trauma crânien. Donc ils ont perdu l'olfaction, mais à côté de ça, il y a une immense fatigue, il y a une difficulté à se concentrer, il y a des conséquences à ce qui leur est arrivé, bien évidemment. Bien évidemment, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux que les auditeurs sachent sur cette association? Impérativement. C'est quoi, pour toi le message qui est important à retenir, sur anosmie.org? Anosmie.org, c'est une association qui prend soin de votre nez. C'est une association qui s'occupe, comment dire ça? L'olfaction, les gens ne comprennent pas l'importance dans la vie jusqu'à ce qu'ils perdent l'odorat. Ça, c'est une phrase que Jean-Michel dit très souvent et que je trouve très vraie et les Français, pas que les Français, mais se sont rendus compte que l'odorat existait le jour où ils l'ont perdu. Donc Covid, grosso modo, hein, si on va dire ou polypose nasale ou trauma crânien, ou produits toxiques. Il y a différentes raisons de perdre, l'odorat et nous, on s'occupe d'un trésor qui est hyper précieux et eux, ils ne savent pas que c'est un trésor. Donc moi, déjà, je voudrais qu'ils sachent qu'on existe, commencer par là, qu'on a besoin, d'aide pour les aider, eux. Parce que tout le monde va être appelé à si ce n'est perdre son odorat, au moins le perdre un petit peu. Quand on vieillit, on perd l'olfaction. Quand on a Alzheimer, on perd son olfaction. Les gens qui ont des cancers perdent de l'odorat et finalement, bah, ça concerne beaucoup de monde quand même, le fait de vieillir, d'avoir un cancer ou d'avoir Alzheimer. Bah, eux, ils vont arriver vers la vieillesse et heureusement qu'on aura fait tout ce travail-là, nous, avant, pour aider à ce moment-là. Il y a toute une frange de la population auquel on ne pense pas ou chez qui on banalise, moi je m'entends, dans mon époque de psychologue raconter que dans le vieillissement, il était, normal aussi de perdre ses sens et qu'il était normal de perdre l'odorat, mais finalement il y a une banalisation, dingue autour de ça et Et il y a ça, tout à fait et il y a aussi autre chose, il y a tout un tas de métiers qu'on ne peut pas faire si on n'a pas d'olfaction et les gens ne savent pas forcément, mais on peut pas être inspecteur de police si on n'a pas d'odorat, on n'a pas le droit. On peut évidemment pas être sapeur-pompier. ah Difficile, il y en a, hein, qui sont, fleuristes ou mais c'est quand même difficile de travailler, dans les fleurs, dans la restauration, évidemment dans le vin, si on n'a pas d'olfaction. Mais quand on fait le compte de tous les métiers qui nécessitent une olfaction obligatoire, bah, ça en fait un sacré paquet, en fait. Je me souviens dans mon podcast, moi j'ai interviewé quelqu'un qui était, responsable sécurité dans des immeubles, mais du moment où il ouais, a perdu ah l'odorat, bah oui. il a été viré parce que, il peut pas sentir un début d'incendie, ou une fuite de gaz, donc c'est fini pour lui et comme en général ces gens-là perdent, comme je dis, hein, très souvent entrent en dépression, donc ils perdent leur emploi. Il y en a qui ont perdu leur famille en perdant l'olfaction parce qu'ils sont devenus, quelque part invivables, à eux-mêmes à ne plus avoir de repères, à être complètement perdus, dans cette vie sans olfaction et à devenir tristes, taciturnes, dépressifs et il y en a qui ont perdu leur famille, qui ont divorcé. Enfin, ça a des conséquences, l'anosmie, surtout acquise,
qui a des conséquences, mais qui vont très, très loin, en plus des conséquences personnelles dont on a déjà parlé sur, évidemment la nourriture, l'olfaction, la libido, la mémoire et cetera. Il y a toutes les conséquences familiales, sociales. Il y a des gens qui se retirent, ils savent plus ce qu'ils sentent, donc ils osent plus fréquenter, les groupes. Ils osent plus aller dans les bars, ils osent plus aller dans les restaurants. Enfin, il y a un isolement social qui peut être très, très fort aussi. Je trouve qu'il manque, moi j'adore le podcast, hein, et pour les raisons que j'ai dit. Moi, je trouve qu'il manque le grand documentaire qui va vraiment parler d'anosmie. Il y en a eu un ou 2 qui étaient très superficiels, qui avaient le mérite d'exister. Très superficiels, mais je rêverais de réaliser le grand documentaire mondial sur l'anosmie, pour expliquer les conséquences de ça, quoi, et que la recherche, s'y mette vraiment à fond, qu'ils aient des crédits pour nous. Et si c'était le prochain projet d'anosmie.org? Voilà. Bah, disons que ça voudrait que ce soit mon prochain projet à moi, puisque c'est moi la journaliste, de l'association. Bah, je suis pas la seule journaliste d'ailleurs. Et après, on en revient toujours au nerf de la guerre, hein, faire un docu, il faut de l'argent, hein. On a besoin, qu'on nous aide à aider les autres. J'interviewe les acteurs du Nouveau Monde sur ce podcast. C'est quoi pour vous le Nouveau Monde? Pour moi, le nouveau monde, c'est un monde du care. C'est un monde où on prend soin les unes des autres, les uns des autres. C'est un monde où tout le monde est à égalité. On est d'accord, hein, c'est un monde idéal, hein. C'est un monde où tout le monde est à égalité. C'est un monde où on respecte, les femmes. C'est un monde où on respecte, les plus faibles. C'est un monde où on respecte les victimes. C'est un monde où on respecte les handicapés et où tout le monde prend soin de tout le monde. C'est pas le cas aujourd'hui. Bah, tout n'est pas négatif. Il y a quand même, le monde associatif, si je reste sur la France, français, est extrêmement dynamique avec des tonnes de bénévoles. Il y a cette dynamique-là, mais elle vient du privé, elle vient des individus, elle vient de l'associatif et des ONG, et elle vient pas assez d'ailleurs, en fait. Je trouve qu'il y a pas de politique, forte, volontariste en France et pas qu'en France d'ailleurs, là-dessus. Donc on n'a plus que nous, on peut compter que sur nous. On a tendance à voir plus, l'arbre qui tombe que la forêt qui pousse. Il y a clairement une forêt qui pousse, mais ça pousse lentement, hein, alors qu'un arbre, il tombe en quelques secondes. Ça prend du temps. On est aux Mmh. prémices, il y a tellement de choses à faire. Mais Voilà. il y a quand même beaucoup de choses qui sont engagées par l'association et elle est toute jeune en même temps, elle a même pas 10 ans. Tout à fait. Elle est toute jeune et puis surtout, elle a pris le lead. Elle a pris le lead, je trouve, sur beaucoup de choses. Beaucoup d'événements, nous, on a des chercheurs à l'association, évidemment. Claire Martin, Raj Gurden, je pense aussi ceux avec qui on travaille, hein, notamment Moustapha Ben Safi, à Lyon. Je trouve que ce que cette association sait très bien faire, c'est connecter les gens, mettre les gens entre eux. Ça reste un petit milieu, l'olfaction, c'est voilà, apprendre à se connaître, travailler, dire qu'on existe et puis, pousser, pour qu'il y ait des crédits sur la recherche, bah, pour qu'on prenne en compte, l'olfaction dès la plus tendre enfance. Pour moi, le nouveau monde, enfin, celui auquel j'aspire, c'est un monde dans lequel, la perte d'un sens, comme l'odorat, n'est plus un angle mort. C'est un monde dans lequel la perte d'un sens est prise en compte, est entendue en fait, est reconnue, est prise en charge et est accompagnée, en fait. C'est ça qui serait, pour moi, la meilleure définition de ce que serait le nouveau monde. Dans ce nouveau monde, effectivement, l'anosmie aurait plus de place et serait enfin reconnue comme un handicap sensoriel à part entière. Parce qu'on le rappelle, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et l'association se bat pour que ce soit le cas, mais ça n'est pas encore le cas, alors même qu'on sait que c'est très important pour les personnes anosmiques, quelle que soit l'origine de leur anosmie. Nombre de ces anosmiques souhaiteraient que leur handicap soit reconnu officiellement et ça n'est pas le cas. Moi, pour mon nouveau monde, je vais mettre ma casquette de chercheuse et j'aimerais que le nouveau monde, ce soit d'avoir, une solution pour les gens qui ont perdu l'odorat. C'est des choses, sur lesquelles on travaille et finalement la covid a eu peut-être un effet positif dans le fait qu'il a augmenté le nombre de recherches qui sont faites sur cette pathologie et j'espère que d'ici quelques dizaines d'années peut-être, il y aura années et quelques dizaines, il y aura des solutions, que ce soit médicamenteuses ou un implant olfactif, comme il existe pour d'autres sens, pour l'audition, notamment l'implant cochléaire.
qui pourrait redonner un peu d'odeur aux gens qui ne l'ont plus. Tu raison Claire, c'est mieux ça. C'est mieux. La vraie solution plutôt qu'une reconnaissance de handicap. Mais voilà, Non, de les 2 manière sont bien. traditionnelle, voilà. Non, les 2 sont bien. En même temps, peut-être que le fameux en même temps, ça peut être reconnu comme un handicap et un travail peut être fait, peut-être de plus longue haleine pour qu'effectivement il y ait des solutions, pour faire que ça ne soit plus un handicap ou un handicap, mais appareillé peut-être comme d'autres troubles, Waouh. visuels ou auditifs. Ouais, un handicap pris en charge et qu'on ait plus des gens, des patients qui viennent, à l'association nous dire: «Mon médecin m'a dit que qu'il pouvait rien faire pour moi et donc il m'a renvoyé chez moi». On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez transmettre pour compléter tout ce qu'on a déjà partagé? Moi, j'en ai un, il est assez simple. On a beaucoup parlé des anosmiques et moi, je voudrais, s'il y a des gens qui sont normosmiques, qui nous écoutent, leur dire de prendre soin de leur odorat. Parce que quand on le perd, on est un peu, traumatisé par ça et parfois, moi, je sais que par exemple, la dernière fois, j'étais en ville, je voyais des jeunes en trottinette, sans casque, en train de regarder une série en même temps sur leur téléphone et je me dis: «Mais s'il y a une collision, une chute, ils pourraient perdre l'odorat», par exemple, par un traumatisme, crânien et voilà donc tout ce mon message ce serait de dire à ceux qui ont encore l'odorat: «Prenez-en soin» parce que c'est un sens formidable. Alors souvent, on dit qu'on s'en rend compte quand on le perd. On se rend compte de ce qu'est l'odorat quand on le perd donc prenez-en soin et essayez de réfléchir à ce qu'est votre odorat, tout ce qu'il vous apporte, tout ce qu'il englobe. Voilà, c'est un petit message pour, les personnes, normosmiques. Merci Pierre. Est-ce que vous avez un dernier message, mesdames? J'aime beaucoup le J'aime message de Pierre. moi aussi, on va rester là-dessus. Avant qu'on passe au portrait chinois, est-ce que vous voulez nous dire une dernière chose? L'olfaction, c'est le 5e sens et c'est le sens humain le plus méprisé de tous, depuis très longtemps. Les philosophes l'ont très, très peu étudié. Il a fallu attendre Nietzsche pour qu'on s'intéresse à l'olfaction. Les scientifiques ont mis du temps à s'y intéresser, la littérature ne s'y intéresse quasiment pas et quand, la philosophie et les arts ne s'intéressent pas et la science ne s'intéresse pas à l'olfaction, en l'occurrence, eh ben, le grand public peut pas s'y intéresser et quand il faut attendre une pandémie mondiale pour s'intéresser à son odorat, à son olfaction, c'est vraiment qu'il y a un problème et qu'on ne vit pas connecté avec nous-mêmes. Donc s'il y avait un message à faire passer, c'est intéressez-vous à votre odorat, intéressez-vous à nous parce que nous, on s'intéresse à vous. Alors on termine sur le portrait chinois. Vous connaissez ce jeu? Oui, Si vous étiez alors ça tombe comme ça, c'est le jeu que j'avais écrit initialement. Si vous étiez un plat, lequel seriez-vous? On fait dans quel ordre? Comme vous c'est voulez. ça. Pour qui ça vient spontanément? Ah, Vas-y Claire. allez, je me Ah, lance. vas-y Pierre. Ah pardon, vas-y Claire. Non, non, non. Bah, moi, ce serait un plat d'hiver, un plat convivial, chaleureux, et puis, ben, comme je suis, un peu un plat réconfortant et comme je suis du Nord, ben, je dirais une carbonade flamande et en plus, comme c'est un peu sucré salé, ça correspond bien, pour les anosmiques. Je sais pas s'il est dans le livre de recettes, mais Non, voilà. non, mais ça aurait pu, Ce sera une recette du livre numéro 2. peut-être. Claire, Fancini, si tu étais, un plat? Eh ben, moi, je pense que en fait, tu vois, ma réponse aurait été différente il y a 12 ans. Je pense que si tu m'avais posé la question avant que je ne devienne anosmique, j'aurais certainement, dit des lasagnes, notamment les lasagnes de ma grand-mère, qu'elle nous faisait très fréquemment quand on était petit et dont je raffolais. Mais mes goûts, mon rapport à la nourriture a quand même changé, comme on l'a compris, depuis que je suis anosmique et donc je dirais que je serais plutôt, saumon gravlax. Voilà, parce que ça m'apporte plus de satisfaction. Le gras, du saumon, il y a beaucoup d'umami aussi dans les poissons et les viandes, salées comme ça. Voilà, il y a un peu de sucré salé aussi, donc voilà, j'aurais dit ça. Et toi, Claire Martin? Si tu Alors étais un plat? moi j'ai les odeurs et j'adore le fromage, donc ce serait un plat, avec du fromage, ça pourrait être un Mont d'Or jurassien parce que je suis jurassienne. Et toi, Emmanuel? Si tu étais un plat? Ah! Forcément un plat avec du fromage parce que c'est bourré d'umami, le fromage
et que l'umami, c'est ce que les anosmiques sentent le mieux, c'est le goût du gras, le goût du délicieux. Nous, on a sucré, salé, acide, amer. Le reste, on l'a pas. Enfin, on a le trigéminal, comme j'ai expliqué au début. Le reste, on l'a pas. Et donc, ce qui nous rajoute du gras, c'est l'umami. Et ah ouais, le fromage, c'est bourré d'umami, de tout ce qui est raclette, tartiflette, fondue, tous les fromages, à fond, à fond. L'umami, parce que vous en avez parlé plusieurs fois. En fait, si tu dois décrire ce que c'est l'umami, moi, je suis incapable de dire ce qui relève de l'umami. Mais si! L'umami, c'est, le mot, il existe depuis 1985, hein. C'est un colloque qui a, on va dire, sanctifié ce 5e goût, entre guillemets. C'est vraiment le goût du gras. Le goût, ça veut dire délicieux en japonais, et c'est Oui. typiquement ce qu'on va retrouver dans le dashi japonais, ce qu'on va retrouver dans les champignons, dans les soupes, vraiment en France, si je devais dire les cubes magie là, les cubes magiques qu'on va mettre dans la soupe, tout ça, c'est que de l'umami. C'est vraiment ça, c'est le goût du gras, du délicieux, et c'est pour ça qu'on aime souvent la cuisine asiatique, les anosmiques, parce on la sent mieux que les autres. Voilà, donc c'est ce goût du gras, c'est quand tu fais bouillir, quelque chose et que tu as le petit gras qui remonte là, ou si par exemple, attends, moi j'adore le lait, quand tu fais chauffer ton lait et qu'il y a la peau qui remonte, que tout le monde déteste, moi j'adore, parce que c'est le concentré du gras du lait. Ça, c'est de l'umami. C'est pour ça que j'adore le gras. Mais oui! Et c'est pour ça que moi je suis un peu bouboule. Bah oui, parce que ce qui me fait plaisir dans la cuisine, c'est ça, donc forcément, c'est pas ça qui nous fait maigrir, hein. Ah, quand on nous dit, enlever le sucre, enlever le gras, en fait, pour nous, c'est fichu, Ouais. quoi, parce que déjà qu'on n'a Nous, pas c'est fichu. grand-chose. Déjà qu'on sursale un peu tout, Oui. pour rajouter un peu de goût avec, les exhausteurs de goût. Moi, après, le sucre m'envahit très, très vite, parce que quand c'est trop sucré, j'y arrive plus. D'où le fait que j'ai jamais aimé les bonbons depuis toute petite, ou les glaces, ou les gâteaux. Voilà, mais je reste sur mon fromage, vraiment. Si vous étiez un livre, Ce serait La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Lerme. Moi, le livre des illusions de Paul Auster, parce que j'aime bien Paul Auster. Moi, je vais un peu contourner la question. Moi, ce serait pas un livre, ce serait un carnet blanc parce que j'aime bien, chaque année, prendre un carnet blanc et écrire toutes les découvertes de l'année. Que ce soit des livres justement que j'ai aimés, ou des films, ou des rencontres, des kiffs comme on dit, hein. Et donc, voilà, c'est mon petit plaisir, c'est de noircir des carnets avec des bonnes nouvelles et des découvertes. Donc, voilà, ce serait mon livre. Manuel? Le mien, qui j'espère va sortir, qui s'appelle Je ne peux pas vous sentir. Tu qu'il puisse sortir, là, en Il devait 2026? il est chez les éditeurs en ce moment. Il Ah, est mais il chez est les écrit! éditeurs. Ah bien sûr qu'il est écrit. Il écrit, il existe, il devait être pris chez un grand éditeur qui a dit non à la dernière seconde, donc là, il est chez d'autres, et j'espère que ça va marcher. On croise les Voilà, doigts. et le but, c'est vraiment d'aider à faire connaître, notre handicap, quoi. C'est un livre qui est très marrant. On pleure 1 ou 2 fois, mais c'est principalement drôle, parce que c'est mon caractère, et j'aimerais vraiment, vraiment qu'il soit édité et qu'il fonctionne. Si vous étiez un dicton? Alors moi, j'ai pas un dicton, mais j'ai une citation de Brillat-Savarin qui est: «Sans la participation de l'odorat, il n'y a point de dégustation complète». Et ça illustre à la fois mon implication dans Anosmie et le livre de cuisine qui sort, et mon travail, puisque je travaille sur le lien entre l'odorat et l'alimentation. Cause toujours. Non, j'en ai un autre. J'ai une devise, très longtemps, qui est: «Fais ce que doit, advienne que pourra». C'était la devise de Baudouin IV de Jérusalem, qui était un roi lépreux, qui s'était donné cette devise pour dire: «Écoute, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, et le reste, ça t'appartient pas, quoi». Voilà, et moi, c'est ce que je fais. Je fais ce que je peux, je fais ce que je dois, et le reste, c'est pas dans mes mains, quoi. Moi, alors c'est pas mon dicton, mais en tout cas, si je devais en avoir un dans le cadre de l'asso, ce serait: «On ne change pas une équipe qui gagne». Moi, ce serait, sourire. Alors je sais plus de qui, c'est, mais je dirais: «Sourire est le meilleur moyen de montrer les dents à la vie ou au destin», je ne sais plus. Voilà, ça illustre un peu aussi la combativité des membres de l'association. Si vous étiez un film? En fait, je dirais Elephant Man, parce que ça a vraiment nourri chez moi un rapport au handicap, c'est assez fort. Si j'étais un film, je serais 2 films. Je serais Le Festin de Babette, avec, Stéphane Audran, qui est pour moi un des films les plus merveilleux sur la nourriture qui ait été, fait, et qui, met en avant, de fait, pas l'olfaction, puisque c'est un film, donc on ne sent rien, et donc qui a été sur, le bruit et le visuel des aliments. J'adore ce film, et un autre film qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle Aux Petits Marguerites,
qui est un des tout premiers films de Jacques Gamblin, qui raconte l'histoire d'un monsieur qui tient un restaurant à Paris qui va être obligé de fermer parce qu'il a perdu le goût et l'odorat. Il est anosmique. Donc, c'est le dernier repas dans ce restaurant. Jacques Gamblin joue le fils du restaurateur. C'est un merveilleux film sur l'anosmie, même si je suis même pas sûre que le mot soit prononcé. Et c'est la première fois que je me suis sentie moins seule quand j'ai vu ce film-là, au Petit Marguerite. Moi, ce serait Parasite de Bong Joon-ho, parce que pour moi, c'est un film, c'est le film qui parle, c'est un très bon film déjà, et c'est le film qui parle le mieux des odeurs, à mon sens. Exact. Alors, Euh, comment moi, ça? Juste rafraîchis-nous la mémoire. En fait, donc dans Parasite, il y a pas mal de différences entre les différentes classes de la société. Les personnes se reconnaissent à l'odeur, en fait. Les gens les plus aisés sentent la présence des gens pauvres par les odeurs. Et je trouve, et c'est extrêmement bien fait dans le film. Il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres impressions olfactives, mais quand ils sentent les pauvres à l'odeur, je trouve ça assez fort. Pierre, si tu étais un film? moi, ce serait Forrest Gump. Euh, c'est le premier qui me vient comme ça parce que voilà, malgré les difficultés, je trace mon chemin, donc et je suis plutôt content, donc ça me correspond bien. Et pour terminer, si vous étiez un super-héros, une super-héroïne? On n'a pas encore d'héroïne ou de héros qui a un super nez. Si, il y en a un. Il y en a un? Il y en a un, c'est Ah! Demon Slayer. Ah d'accord! Il détecte les Super. vampires grâce à son odorat. Ah bah voilà. Eh bah très bien. Moi je veux bien ça. J'ai pas d'autre idée. Bah moi j'avais pensé à Daredevil ou Daredevil qui a perdu la vue et qui arrive à surpasser ce handicap assez brillamment. Donc voilà, ce serait le mien en tout cas, de super-héros. Wonder Woman, parce que c'est comme ça que m'appellent mes copines. Parce que je fais 1 milliard de choses à la fois, donc et je me dis que Wonder Woman, on sait pas si elle a de l'odorat ou pas, mais ça l'empêche pas de vivre et de vivre sa vie à fond. Alors, merci à vous 4 pour votre participation et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous en saurez maintenant davantage sur l'anosmie et sur l'association anosmie.org. Donc, si vous êtes concerné par ce trouble directement ou indirectement, n'hésitez pas à vous rapprocher de ce collectif, de ce super collectif. Et même si vous êtes normosmique, surtout, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de ce collectif. Et donc, vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du nouveau monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.